Bonus. Trax. Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheat Pitch, le spin-off de l'art de l'incident. Alors oui, j'ai bien changé l'ordre des mots dans le nom du podcast par rapport au pilote parce qu'on m'a dit que ça serait plus facile à dire. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le concept du podcast reste le même. On va tenter d'inventer un pitch d'histoire le temps d'un épisode en partant de contraintes diverses. Et pour m'aider dans cette tâche, je retrouve mes deux acolytes sur ce projet. Tout d'abord Renaud. Comment ça va Renaud ? Ça va bien, crevé, je sors du train, mais ça va. Tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu arrives donc à dire pitch cheat ? Pitch pit, mais j'ai un avantage, je fais du théâtre. Je vais passer à Thibaut. Comment ça va Thibaut ? Ça va très bien, je ne sors pas du train. Ok, et est-ce que toi tu arrives à dire tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter ? Non, parce que je ne fais pas de théâtre non plus. Ok, j'en avais d'autres, mais bon. Tant pis. La vraie question, ça serait plutôt... Est-ce que nos imaginaires sont atrophiés par la culture dominante et par les œuvres et par la culture du remake ? Je me suis posé cette question parce qu'en voyant un actual play, une fois de plus, un de mes vices, je me suis rendu compte qu'il plaçait l'action aux États-Unis. Et je me suis dit, quel intérêt de placer cette action-là là-bas ? Tu aurais pu très bien raconter une histoire de loup-garou à Limoges, Périgueux, La Rochelle, Poitiers, j'en sais fiche rien, quoi. Qu'importe, quoi. Parce que je veux dire, le cadre du récit, que tu le places à Portland ou à Limoges, comme je dis, ou je ne sais quoi, ça n'a pas d'intérêt particulier, surtout pour peu que tu connaisses assez peu le lieu en question, quoi. Peut-être que si c'était plus proche, c'était plus intéressant. Après, je pense que c'est parce que, quelque part, on a du mal à placer ces éléments d'intrigue fantastique dans la campagne française. C'est plus facile pour cet actual play, ça rappelait plus facilement Supernatural, Buffy, des choses comme ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est lié à la culture dominante ? Je sais que c'est lié à la culture dominante. Mais est-ce qu'on est capable de penser à côté ? Et est-ce qu'un auteur est poussé vers l'originalité pour se démarquer ? Ou est-ce qu'il est quelque part obligé ? Ou est-ce que c'est anormal de rester comme ça cantonné à de la culture, à ses propres références ? C'est-à-dire est-ce que c'est mal d'avoir ses propres références et de ne pas s'en détacher ? Regarde, Star Wars ne finit que par faire du Star Wars de film en film et réclame que ça. C'est-à-dire que les spectateurs réclament que ça. Donc je voulais savoir, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça ? Donc quand tu nous avais effectivement dit que tu réfléchissais à cette question, moi ce qui m'a intéressé sur la question, c'était nos imaginaires. Ouais. Je pense que oui, on a tendance à grandir d'une certaine hégémonie. Par contre, moi je me reconnais pas là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, presque à chaque fois que j'essaie de pitcher des projets, je tente de les ancrer dans des univers qui me parlent à moi et des choses que j'ai pas trop vues ailleurs. Et donc effectivement, tu parlais de Limoges. J'ai énormément de projets qui se passent dans la région, dans le Limousin. Et après, la question, en fait, c'est moins pour moi que font les auteurs, en tout cas vraiment de mon point de vue à moi, mais plus qu'est-ce qu'on nous incite à faire, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ou qu'est-ce qu'on nous demande comme référent. Et effectivement, mettre de la culture locale dans les œuvres, par exemple, tu citais des œuvres de genre comme le loup-garou et tout, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, que je trouve super. Il y a une série française récente d'animation qui essaie de faire ça, dont j'ai oublié le nom, qui est produit par le studio La Cachette et des gamins, qui est très sympa et qui rentre dans ce délire-là. Oui, non, si, je pense que d'une part tu as raison sur l'hégémonie qui va effectivement pulluler, c'est pas le mot, qui va parasiter nos imaginaires, et on a tendance à se dire que ouais, ça fait plus rêver. Alors qu'à l'inverse, moi ça me fait rêver de voir des trucs que je connaissais pas ou qui sont un peu plus ancrés, quitte à derrière avoir des références plus directes. Et le dernier truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est plus au niveau non pas des lieux comme tu le dis là, mais au niveau des carcans narratifs, des structures narratives, qui a pour le coup un vrai parasitage. En termes de structure, vraiment de comment on suit les protagonistes, comment est-ce qu'on fait des arcs narratifs et tout. Voilà, pour ma part. Thibaut ? On est forcément un petit peu victime de la culture dominante hégémonique. Après, voilà, je pense qu'Hollywood passe forcément toujours un petit peu sur un pitch, quel qu'il soit, même inconsciemment par moment.
Après, par rapport à d'autres cultures, on pourrait nous-mêmes être considérés, même en plaçant des histoires dans le Limousin ou ailleurs, comme hégémoniques d'une certaine manière. Donc, je sais pas trop, il y a une forme de serpent qui se mord la queue. C'est difficile d'échapper à ses propres références, qu'elles soient ses propres références au sens géographique. J'ai grandi dans les Vosges avec l'art de l'incident, on en parle quasiment à chaque épisode, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est une forme de biais. Et en même temps, c'est certain que biberonné à Hollywood, je recrache aussi tout un tas de clichés et d'archétypes et de façons de faire qui sont forcément celles que j'ai appris à voir, à reconnaître, voire même celles avec lesquelles j'apprends à composer, on va dire, dans mon travail ou dans mes récits de tous les jours, ceux qui me font vivre, quoi. Donc c'est sûr que c'est compliqué d'en sortir. Après, je trouve que c'est sympa cette espèce d'acte de résistance qu'on est en train de voir, parce que j'ai l'impression, tu citais cette série d'animation Renaud, mais j'ai l'impression que ça généralise quand même pas mal le côté genre, mais chez nous ça devient presque une sorte dans cette grande tendance des mélanges de genres, un moyen de marquer une forme d'originalité, c'est-à-dire ok, c'est une histoire de loup-garou mais dans le Limousin, tu vois. Et je trouve qu'en fait ces croisements là sont super intéressants, et un des meilleurs exemples que je connaisse là-dessus, je ne sais pas dans quelle ville ils ont tourné, mais c'est dans un film par ailleurs que j'ai pas nécessairement apprécié autant que le premier, mais c'est dans le deuxième Balle perdue sur Netflix. Il y a un moment une course-poursuite dans des canaux qui rappellent les espèces de canaux de Los Angeles, mais c'est complètement tourné dans une ville du sud en France. Et c'est, vous savez, ces canaux de Los Angeles qui sont souvent à peine avec de l'eau, qu'on voit dans Terminator 2 et dans pas mal de films de Michael Bay aussi, quoi. Et je trouvais ça génial, en fait, cette récupération d'une imagerie américaine, mais avec nos références à nous. Et du coup, je sais pas, je pense qu'on est forcément influencé. Mais après, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. C'est sûr que si c'est pour recracher la même chose, mais avec un skin différent, c'est pas forcément super intéressant. Par contre, des espèces de croisements un peu magnifiques, comme cet exemple que je trouve absolument génial de cette course-poursuite, je trouve ça vraiment trop, trop cool en disant, bah ouais, je suis un film d'action, c'est un lieu emblématique des films d'action. Mais bon, bah, je vais pas aller tourner une course-poursuite à Los Angeles alors que la moitié de l'intrigue se déroule entre Nice et Marseille, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, du coup, je le fais dans ce truc-là. Et j'avais trouvé ça, un geste d'un panache assez stylé. Mais j'ai l'impression que ça se généralise. Globalement, il y a une envie chez pas mal de nouveaux auteurs, que ce soit en BD ou même en jeu vidéo. On commence à voir apparaître il y a eu un jeu qui s'appelle Dordogne, par exemple, récemment. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à investir la beauté de notre pays, qui est derrière les États-Unis le plus varié géographiquement du monde. Il faut le savoir. Voilà. J'ai fait 2 ans d'histoire géo. Il fallait que ça serve à un moment ou à un autre dans ce podcast. Yes. La série s'appelle Le Collège Noir, j'ai retrouvé le nom. Et le lieu de tournage dont tu parles, c'est dans la région de Montpellier. Donc effectivement, c'est assez stylé. Merci beaucoup. On va se lancer dans le pitch du jour. Et je vais piocher cette fois-ci 3 mots. Peut-être qu'un jour, je vais changer les modalités. Mais pas pour le moment. Et donc, le premier mot, ça sera fait divers. C'est 2 mots, ça. Le deuxième mot, mythe 2.0. Ok, j'expliquerai pourquoi après, parce que j'avais pas assez de place. Mais en gros, c'est réinvention d'un mythe. Merde, cyberpunk. Oh waouh, on est parti si loin là. Tu m'as dit fait divers, mythe 2.0, cyberpunk. Ouais. Et c'est quoi le mythe 2.0 alors ? Alors pour moi, c'était mon idée de départ, c'était réinventer un mythe. Comment on peut prendre un mythe connu, genre je sais pas moi, Dédale ou je sais pas, Thésée, et est-ce qu'on peut le réécrire ou enfin c'était assez ouvert, tu vois, mais l'idée de pouvoir en faire quelque chose, quoi. Cela dit, le cyberpunk vient répondre assez rapidement au 2.0 ici. Oui, à mort. D'une certaine manière. Ah, on dirait une collection de BD nuls lancée par un éditeur un peu en death d'idées, tu vois, en mode alors on va réinventer les mythes grecs mais en mode cyberpunk. Et du coup, c'est un labyrinthe numérique. Ouais, mais justement, l'élément fait divers est assez chouette. Parce qu'il y a un truc là-dedans qui est vraiment, vraiment improbable. Je pense qu'on peut trouver quelque chose à partir de ça. Bah, surtout que le fait divers ramène à quelque chose qui est presque de proximité, de proche, d'intime presque, là où les deux autres, c'est que de beaucoup plus grandiose, beaucoup plus formel presque. Ouais, très, 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 très balèze.
Ça me fait penser au premier, je crois, et peut-être d'aucuns diraient seul bon film de Colin Trevorrow, où c'était il voyageait dans le temps, mais c'était à partir d'une vraie annonce, d'une vraie petite annonce que quelqu'un avait publiée dans un journal. Enfin, l'annonce était elle-même parodique, mais du coup, l'idée c'était de répondre à une petite annonce pour voyager dans le temps. Et en fait, il voyage vraiment dans le temps. C'est vrai. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à Fargo. Parce que qu'est-ce qui serait un mythe qui serait fait divers. Tu sais, est-ce qu'on pourrait rattacher un mythe à un fait divers? C'est ça. Oui, mec je pense qu'on peut le faire avec plein, tu vois. Genre, tu citais le labyrinthe, tu vois. Genre, ça dépend comment est-ce que la chose arrive à nous, tu vois. Genre le fait divers, telle personne a disparition de personne. Ah oui, genre. Ouais, mec, tu parlais de mythes, je pense, les faits divers, tu fais la liste des personnes qui ont eu des enfants avec Zeus. Genre, fait divers insolite, une femme a pris une douche et elle est tombée enceinte. Okay. Elle couche avec un cygne, la suite va vous étonner. Ouais. C'est ça, ouais. Il se fait bouffer le foie en plan séquence sur TikTok, en live. Et ce qui veut dire que dans ce cas-là, enfin après, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais c'est pour avoir une protagoniste journaliste. Dans le sens où le fait divers est le point de départ de découverte d'un mythe. Et en plus, un journaliste dans un monde un peu cyberpunk, je pense que ça peut être sympa. Même si c'est pour le coup assez cliché pour revenir à la question de départ. Ouais, c'est vrai. Mais à quoi ressemble le journalisme dans un monde cyberpunk, sachant qu'on vit déjà dans un monde cyberpunk, c'est toujours ça qui est intéressant quand même. Bah, c'est une IA. C'est Le Monde qui a publié un article hier sur ça, sur les journalistes qui font leurs articles avec ChatGPT là. Ouais, c'est clair. On y est, effectivement. C'est déjà d'un coup, je sais pas ce que c'est qu'un journaliste dans le cyberpunk. Non, mais au-delà de ça, l'influence corporatiste, c'est quand même souvent moi ce qui me parle, ce qui m'évoque le plus le cyberpunk, c'est les giga corporations qui du coup, en fait, aujourd'hui possèdent déjà les médias, donc on n'est pas si vraiment si éloigné du futur, quoi. Mais vraiment. Donc je sais pas jusqu'où il faudrait aller dans le cyberpunk. Mais après, j'aime bien l'idée de potentiellement, c'est des enquêtes et du coup. Est-ce que du coup c'est un mythe ou des mythes? Parce que c'est vrai que l'idée de faits divers, ça pourrait être marrant de suivre un personnage qui en fait couvre des faits divers insolites qui en fait sont inspirés de mythes. Alors je sais pas dans quelle mesure, enfin je dis n'importe quoi, mais si par exemple Méduse te transforme en pierre, est-ce que c'est tes implants cyberpunk, tu vois, qui te... Comme dans le JDR cyberpunk, tu vois, peuvent friser et du coup te transforment en une espèce t'es emprisonné dans ton propre corps, ce qui est quand même plutôt flippant. Ah, c'est sympa ça. Est-ce que la dimension mythologique n'est pas dans Internet, enfin, tu vois, dans le réseau? Ouais, et que du coup, ce serait la réincarnation des divinités qui auraient abandonné notre monde pendant une certaine période et qui, à partir du moment où le monde devient intégralement 2.0, viennent le repeupler. C'est pas mal, j'aime bien l'idée de Méduse. Moi j'étais vraiment parti sur une enquête à partir de faits divers qui nous mènent jusqu'à Zeus, mais vraiment le truc de gros baiser. Et si tous les dieux sont... Après, ouais, je sais pas, j'aime bien l'idée d'Internet là, que tu soulèves, David, je sais pas. Après, est-ce que les dieux pourraient être... Enfin, tu vois, est-ce que les leaders des corporations, parce que en plus, souvent, les corporations, c'est génial comme elles choisissent les pires noms, tu sais, elles s'inspirent tu vois, des noms d'épées, enfin, tu vois, des corporations de sécurité privée qui prennent les noms des épées de Tolkien ou de guerriers, tu vois, enfin, je veux dire, Ares et compagnie. Du coup, tu pourrais imaginer presque toutes les corporations, c'est le panthéon, tu vois, des corporations, c'est elles les dieux, entre guillemets, d'une certaine manière. C'est très cyberpunk, métal hurlant, 80s un peu débile, tu vois, en mode genre, les corporations sont littéralement des dieux. Mais pourquoi pas, je ne sais pas, du haut de leur pyramide, façon Blade Runner, ça pourrait le faire. Et sinon, l'autre idée que j'avais, c'était beaucoup plus débile. Mais et ça fait peut-être plus un pitch rigolo, mais le côté en fait tu vois les mèmes ou les trucs d'internet qui seraient devenus finalement une forme de qui serait dans le futur vénéré, quoi. Je sais pas si les fascistes vénéreraient Pépé et The Frog, tu vois, dans un monde cyberpunk ou ce genre de choses, quoi. Ouais.
Mais là, pour le coup, genre, j'ai l'impression que sur des divinités, on s'éloigne un petit peu du mythe, dans le sens où c'est pas que ça. Tu vois, genre, par exemple, tu parlais de. J'ai pensé à ça quand tu parlais des compagnies qui prennent des noms d'épées et tout. Si tu prends les légendes arthuriennes, Ouais. tu peux en faire des mythes. Tu vois, genre, et tu peux avoir Excalibur, tu peux avoir quelqu'un qui, sans le savoir. Bref, non, je sais pas où je vais avec ça, mais ouais, Il je manque sais pas peut-être si on la est obligé dimension d'aller vers les humaine. dieux. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, les mythes, c'est pas forcément les dieux, c'est souvent les dieux qui punissent ou qui récompensent, ou il y a une espèce d'affiliation Mm. avec les mortels, entre guillemets. Oui, c'est ça, exactement. Et Alors du moi, coup, ce que tu disais sur les corporations, ça peut être pas mal, tu vois, la dimension, justement, comment est-ce que les corporations s'amusent et les humains subissent tout ça. Et est-ce qu'il y a des demi-dieux? Alors là, vraiment, David, du coup, je t'ai coupé. ouais, je pensais au film de Mamoru Hosoda où les dieux, dans Bell et dans Summer Wars, sont des IA. Mm. C'est qui surchapeautent et qui Mhm. surrégissent. Et on pourrait avoir comme ça ces représentations d'IA et qui auraient des interventions dans l'espace humain. C'est-à-dire comment Zeus IA Mhm. arrive à enfanter un enfant et créer Hercule dans l'univers réel, quoi. Mhm. Il manque les faits divers, mais c'est pas mal le côté, la même proportion de. Parce qu'en fait, les mythes, surtout quand on les observe, là, je peux encore ramener ma science, mais tu vois, c'est le côté Hippocane là, qui parle, mais tu vois, quand tu reviens au texte de base, c'est vraiment très très bizarre. Genre, au fur et à mesure des années, on a un peu rendu ça poétique et sympa, mais vraiment, quand tu étudies le texte tel qu'il nous a été transmis par des auteurs antiques, c'est des fois vraiment très chelou, et notamment c'est effectivement des histoires de gros baiseurs qui ne peuvent pas se tenir, Ah ouais, et c'est ultra brutal quoi par moment, et du coup ça pourrait être, enfin ça colle bien à cette espèce de, comment dirais-je, ce côté sans gêne des dieux avec le côté un peu bourriniste, tu sais, cyber ninja, tu vois, du cyberpunk, enfin, cette dimension là du cyberpunk très très bourrin, très tactical, très très énervé quoi, très vulgos en fait. Mais du coup, l'idée de suivre effectivement quelqu'un qui serait un demi-dieu selon cette mythologie-là, ça serait intéressant. Est-ce que c'est pas ça le fait divers en fait, retrouver les enfants des IA perdus à travers le monde? Pour moi, ça, c'est pas un fait divers. C'est trop. Enfin, en fait, à mon avis, le fait divers, il est difficile à intégrer dans une telle histoire autrement que par un MacGuffin. Mais effectivement, genre partir à la quête de demi-dieu, pour moi, c'est plus qu'un fait divers. Est-ce qu'on peut en faire une critique du masculinisme? Ah, aisément, oui. Enfin, je pense de à peu près tous les mythes dont on parle là, oui. Ouais, c'est bien pour ça. Ce que je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir cette idée que les IA sont évidemment des créations humaines pour dans une espèce de ce fantasme absolu de masculiniste et avoir une incidence et avoir en gros une enquête sur ces incidences-là. Mhm. J'arrive pas encore à l'articuler, mais Je sais pas trop comment on est passé de l'un à l'autre, mais c'est pas inintéressant. David a tiré un quatrième mot, il nous l'a pas dit, et il y avait masculiniste sur le papier. Non, mais c'est par rapport, effectivement, par rapport à ce qu'on reçoit des mythes, effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent se ressembler à ça. Mais j'aimais bien aussi le truc sur. Enfin, si on va vers quelque chose d'un peu plus simple, ce truc que tu disais sur la Gorgone. Et des gens qui seraient piégés dans leur corps, ils apparaisseraient comme figés en ligne, et quand tu les vois eux en vrai, sont dans une sorte de coma, ok, ouais. et peut-être même limite carrément effectivement figés, genre leurs muscles en spasme, qui est presque figé comme pétrifié quoi. J'aime bien cette idée, parce qu'en fait toujours ce truc, je pense vraiment que le fait divers il doit être un MacGuffin, et qu'on a ça fait, enfin dans le sens où j'associe le cyberpunk à une forme d'enquête aussi quand même, où on part des bas-fonds et on va justement jusqu'à découvrir un complot plus large qui implique des instances trop puissantes par rapport à qui on est. Mais peut-être que je m'égare. J'ai une idée, ça serait donc l'histoire donc d'une enquêtrice, qu'importe, le genre, qui enquêterait sur des accidents qui surviendraient à des gens qui sont connectés sur le net et qui se retrouvent coincés dans leur propre corps, quoi. Et donc le coupable serait la Gorgone. Enfin, qu'est-ce qui a fait que ces individus se retrouvent coincés, ont croisé la Gorgone? Où est-ce que ça mène?
et qui est le coupable et Mm. qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, pour se rebondir là-dessus, et ça va me faire aller dans des clichés, mais tant pis, parce que parfois c'est sympa quand même. J'imagine bien en fait sur un truc comme ça, tout ce qui est le format classique du duo. Ouais. Donc si une enquêtrice, justement, de faire ce truc de genre, ok, elle va être obligée de faire bosser avec, par exemple, un journaliste, qui est celui qui a enquêté sur ces trucs-là au départ, ou un spécialiste en informatique, ou en tout cas quelqu'un qui permet de faire la passerelle avec les faits divers pour rester dans, Ah ouais, dans quand le je cadre de pensais l'exercice. enquêteur, je pensais journaliste, à vrai dire, plutôt. Ah oui, ok. Mais Parce je que pense le qu'il faut un côté- duo. Je pense que c'est bien d'avoir un duo. Par contre, oui, j'aime bien l'idée. Ouais. Ça peut être un robot policier, ok. genre, tu vois, l'IA résout les crimes désormais et du coup, elle résout rien en fait. Et du coup, c'est le rôle des journalistes dans un monde cyberpunk, c'est quand même d'aider le robot ChatGPT à résoudre l'enquête correctement. Et peut-être que ça, on le sait pas, du coup. Peut-être que, genre, justement, elle est amenée À un à moment, il lui donne être partenaire. un petit origami en forme de licorne et en Oh fait, là là à là la là fin, là c'est là. un robot. Ouais. Ouais. Non, je pensais plus à, genre, c'est les affaires de policières sont gérées par des machines, par des algorithmes, et que les gens ne savent pas à quel point ces trucs-là sont fucked. Elles ne fonctionnent pas. C'est peut-être ça le fait divers Oui. au final, c'est que du coup c'est traité comme un fait divers par la police parce qu'elle Oui, n'arrive pas à ouais, c'est ça. expliquer, Ouais. elle n'arriverait pas à expliquer pourquoi les gens sont figés, si ce n'est défaillance, je sais pas, de leurs implants ou que sais-je. Et par contre, tu as cette journaliste cette journaliste d'investigation qui veut aller plus loin que le truc. Peut-être parce que ça lui est arrivé, ou peut-être parce que quelqu'un a été victime de ça plus proche d'elle. Enfin, je sais pas ce qui générait sa motivation. Donc du coup, j'aimais bien cette idée peut-être de devoir composer, enfin peut-être être du coup dans cette dynamique d'enquête et de duo de flics, mais du coup avec un flic qui est juste une espèce d'IA dans tout ce qu'elle a de plus débile et parfois un petit peu rigolo dans les suggestions qu'elle pourrait faire, tu vois. Ouais, avec évidemment le côté très limité. Et juste comme ça, juste pour vous dire, j'ai le titre du projet. Ah, au calme. Ouais, vas-y. Ça va s'appeler Média Parthénon. Ah, pas mal. Voilà. Ouais, c'est propre. Je sais plus comment relancer après ça parce que c'est quand même. Il nous a séché là. David, Ah, je suis désolé. Si pour l'IA, ça me faisait penser, enfin pour l'enquêteur IA, ça me faisait penser pas mal à Psycho Pass, la série. C'est-à-dire Ouais. Ah oui. le côté à la fois perfection et en vérité de voir qu'en vérité c'est fucked up et ça marche pas quoi. Mhm. C'est-à-dire Pour mais donner du contexte, effectivement, c'est Psycho Pass, c'est un animé japonais dans lequel les forces de police sont cadrées et ont des armes qu'ils ne peuvent utiliser que quand on s'est validé face à certains contextes. Et dans l'idée, c'est le système est parfait, ça va fonctionner comme ça, sauf que c'est toujours trop complexe et en plus il y a des manigances, etc. Ce qui fait que c'est assez stylé à suivre. Et le psychopathe, c'est le fait que, en vérité, tu es condamné un peu comme dans Minority Report parce que ta teinte d'humeur fait que tu serais d'une humeur de criminel. Mhm. Et donc, c'est comme ça qu'on te condamne. On te condamne par avance et on envoie des personnes. C'est-à-dire que les flics sont entourés de personnes qui sont dans des teintes de criminels ou criminalisantes et ils se trouvent un espace de liberté en étant libérés pour chasser d'autres criminels en puissance. Et donc, ouais, j'aimerais bien voir une espèce d'IA comme ça, dans cette espèce de, à la fois, un peu dans le fantasme, un peu de droite, qui serait l'IA comme solution à tout, et en vérité, quelque chose qui serait un cheval de Troie, de quelque chose de beaucoup plus biaisé, quoi. Et du coup, en termes d'arc narratif sur notre personnage, est-ce que c'est quelqu'un qui commence en étant complètement dans le système, ou bien c'est une originale qui écrit ses articles en manuscrit avant de les dicter pour les faire envoyer? Est-ce qu'elle elle est dans les arcanes de trucs très traditionnels, ou bien est-ce qu'elle est vraiment elle se déconnecte au fur et à mesure de l'histoire du monde cyberpunk pour aller vers la fin originelle la première fin cinéma du film auquel faisait référence Thibaut tout à l'heure, à savoir dans Blade Runner, il se barre dans la forêt. Et oui, les gens ont vu ça au cinéma en 82. 82 ? Oui, 82. Avec des plans tirés de Shining. Ouais, c'est vrai. Belle ref.
Bonne question, franchement, Bruno, là-dessus. J'avoue que tel quel, là, le pitch, il est assez alléchant, mais il évoque quand même beaucoup d'autres choses qu'on aurait déjà vu ailleurs par rapport à ce qu'on a pu Mm. trouver la première fois. Donc, je ne Mhm. sais pas ce qu'on peut imaginer de plus. Mais ouais, je sais pas. Ça pourrait peut-être être intéressant de casser un peu cette dynamique pour l'instant un peu trop proprette et très Blade Runner ou même Mm. le carbone modifié, quoi, tu es le flic ultime ou tu es l'enquêteur ultime, donc on va te dépêcher. Je sais pas, par exemple, ce qui pourrait générer la collaboration. Est-ce qu'en fait, c'est pas la dernière journaliste remplacée par une IA d'un très grand journal et qui se retrouve à devoir, je sais pas, coder des IA policières pour qu'elles résolvent des enquêtes, et c'est là qu'elle tombe sur un truc, tu sais, en mode, comment on appelle ça, des cold cases, tu vois, Hmm. de ce qui Mm. serait en fait peut-être des gens qui auraient subi une sorte de pétrification 2.0 et qui du coup sont devenus des faits divers jamais résolus, et du coup elle se prend j'allais dire, d'intérêt pour cette histoire-là, quoi. Alors moi, je voyais plutôt quelqu'un qui faisait du journalisme genre de fanzina, c'est-à-dire du journalisme underground. C'est-à-dire Mm. là où toute l'information est contrôlée par des médias, par des corpos et ainsi de suite, et elle ferait du journalisme presque de papier, imprimé chez elle et distribué sous le manteau. Et en vérité, il y aurait une conjonction entre l'enquête d'une IA qui survole ces cas de pétrification et les deux, et puis l'obligation comme ça de qu'ils soient partenaires, comme ça, comme dans un buddy movie, de personnes que tout oppose et Mm. qui sont partenaires pour une cause commune. Ok, j'aime bien. Je vais rajouter un truc, une proposition. Euh, c'est un récit teenage. Son fanzine, c'est un truc qu'elle fait à l'école. Et l'IA qui devient son partenaire, c'est ce father figure dans sa vie, mais avec une personnalité robot. Non, mais c'est cool l'idée de l'adolescente. En fait, ça me fait penser à un truc que j'ai lu récemment dans une newsletter. C'est vraiment le mec qui raconte sa life. Mais j'ai vu qu'il y a une génération aux États-Unis qui a été baptisée. Enfin, une génération, c'est un groupe social d'adolescents. Je sais pas comment on prononce en anglais, mais en français, on dirait les ludites. Je sais pas si ça vous parle. Et en fait, c'est des ados qui ont décidé de pas être connectés aux réseaux sociaux et qui n'ont pas de smartphone. Donc, ils ont des flip phones, et justement, ils sont connus pour en fait avoir une production assez extensive de fanzines, de magazines, en fait, d'art de manière générale, comme une forme de résistance. Et en fait, le truc, c'est que ça a pris tellement d'influence que maintenant, ça commence à... Enfin, c'est paradoxal, mais parce que du coup, ils ont créé une telle quantité d'art ensemble, ou tout simplement aussi de journaux, etc. Ils ont une telle production que du coup, Internet finit par s'intéresser à eux, et du coup, ça les met en lumière là où eux voulaient justement échapper à ce truc-là. Et il y avait un truc assez, je sais pas forcément rassurant, mais il disait que, enfin voilà, beaucoup de sociologues se sont dit, ouais, mais une fois qu'ils seront à l'université et qu'ils vont devoir trouver un job et tout, ça va être très compliqué, donc ils vont devoir rentrer dans le moule. Et là, en fait, maintenant, cette génération-là, elle est rentrée à l'université et elle est toujours avec des flip phones et des organisations très finalement terre à terre du coup, on fait des trucs imprimés en papier qu'on se passe sous le manteau, etc. Donc ça pourrait être une forme assez intéressante pour du cyberpunk, où généralement les gens qui échappent au contrôle du cyberpunk, c'est tout de suite la résistance ou des mecs un peu paramilitaires ou des espèces de sauvages chelous. Ce serait marrant que ça soit juste des jeunes qui font des comics et des articles underground, tu vois. Mais c'est le côté punk. Ouais, voilà, tu vois, mais dans un côté presque un peu chill, en mode au départ, elle s'intéresse à ça parce que c'est cool pour le magazine, et qu'au final, elle va peut-être faire émerger. Ça fait là aussi très cliché, mais c'est peut-être que du coup, les corporations vont se dire, oh là, en fait, on risque rien parce que c'est sur papier, mais du coup, s'il y a convergence avec une IA policière un peu désabusée, mais un peu dépassée plutôt par les événements, mais qui finit par converger en fait vers elle, ça peut être intéressant, quoi. Yes. Bien. Voire même elle éveille l'IA à son point de vue, tu vois. C'est un film pour faire la paix, un film, une œuvre pour faire la paix avec les IA, en fait. Ce que j'ai pas du tout envie de faire en ce moment, mais je ne sais pas. C'est pas, de toute façon, on n'a pas défini ce que c'est que les IA dans notre monde cyberpunk. Sont pas forcément les mêmes que... Mais du coup, justement, que je les pense nôtres, que qu'on adore. si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, je pense que le next step pour moi, pour ce genre presque un peu mort-né qui est devenu le cyberpunk, c'est qu'en fait, justement, le cyberpunk
que très peu envisagé ou anticipé les réseaux sociaux, par exemple. Les IA du cyberpunk, c'est pas du tout les IA telles qu'on les utilise aujourd'hui. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est presque d'écrire une œuvre cyberpunk maintenant avec les conditions IA-isées d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, un truc cyberpunk, mais qui, je ne suis pas sûr, parviendrait à enrichir qui que ce soit, rendrait juste le monde plus merdique et plus shitifié, tu vois. Et c'est pour ça que les enquêtes policières, c'est devenu impossible, parce que de toute façon, tout le monde laisse une telle quantité de données derrière soi que c'est inexploitable. Ce qui est en train de se passer sur Internet, en fait. Donc c'est du cyberpunk Inexploitable et qui aussi, 3.0. non, mais il y a un truc aussi par rapport aux traces qui sont laissées et qui fait que effectivement, et c'est là aussi où on peut ramener à une histoire de fanzine, c'est que si toutes les traces, en fait, si tout passe par Internet, ces gens-là qui passent pas par Internet sont dans des traces en fait que ne peuvent pas exploiter Exactement. RIA. Et donc là, en fait, on a l'angle d'attaque de. En fait, c'est eux, ce sont eux les seules personnes qui peuvent permettre d'aller enquêter, d'aller aider sur ces choses-là. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment, à nous trouver, mais il y a quelque chose sans doute d'analogique dans ce qui est utilisé pour pétrifier les gens dans notre histoire. Et d'où l'arrivée de notre héroïne. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il y a forcément une confrontation entre virtuel et réel. De toute façon, déjà, les corps pétrifiés où l'esprit est prisonnier, c'est déjà quelque chose qui est forcément corporel, quoi. Ouais. Mais je me posais la question de savoir est-ce qu'elle enquête par pur plaisir d'enquêter, genre Véronique Mars, quoi, quelque part, ou est-ce que ça a un impact sur elle, genre son parent, son frère, sa sœur se retrouvent comme ça, figés. Ouais, je sais pas. Après, D'ailleurs, je suis flatté parce que c'était une idée que j'avais proposée, mais on n'est pas obligé que ça soit juste des gens figés. Après, ça pourrait presque être un espèce de Seven où chacun des personnes disparues, c'est d'après un mythe, tu vois. Et du coup, c'est analogique et ça l'intéresse parce que pourquoi un criminel s'amuserait à citer de la poésie antique dans un monde cyberpunk, tu vois. Parce que seulement les gens la connaissent encore. En fait, ça ajoute un truc dans ce que tu dis là, c'est on pourrait même se permettre aux IA et jouer sur les dimensions de connaissance des textes, qui est que, parce que je repense à ça, donc il y a quelques temps, donc Nolan, on a annoncé qu'il faisait un film sur l'Odyssée. Ouais. Derrière ça, en fait, des gens ont dit c'est l'occasion parfaite pour la lecture de la dernière traduction en date. C'était la première écrite par une femme et il y a eu des immenses débats en fait sur qui est très différente de celles qui sont beaucoup de traductions anglophones. Beaucoup de débats parce qu'en fait sa traduction est beaucoup plus terre à terre que celles qui sont venues avant et donc beaucoup de gens l'ont accusé de pervertir le texte, de le rendre complètement trop moderne, contemporain, aride, là où les autres avant fleuri très poétiques. Et en fait, aucun de ces gens-là ne prenait en compte le texte, non pas d'origine, mais le texte tel qu'il a été rapporté en grec ancien, qui, a priori, n'est pas très fleuri et qui a été fait par souci de conscience des traducteurs qui étaient que le texte ne paraisse pas assez gothique, ancien dans la forme telle qu'elle. Et du coup, je me dis effectivement des dimensions de biais, en fait, de connaissance des mythes et de certaines erreurs de traduction possibles parce que les bases de données seraient, par exemple, trop certains points et qu'il manquerait des éléments qui n'auraient été que papier. Il peut y avoir aussi une piste intéressante qui complexifie encore le récit. Ouais. Comment on articule tout ça ? Je posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui fait qu'elle se. Ça peut être un proche, ça peut être juste partir du fait divers de tiens, elle voit ce truc-là pour le fanzine, c'est intéressant. Ça peut être aussi parce qu'elle veut rejoindre ce fanzine. Et elle doit faire ses preuves et donc trouver le bon article, le bon angle à proposer pour intégrer. Ou autrement, j'étais en train de penser à l'idée de Thibaut qui disait on pourrait reprendre plusieurs mythes et en faire une série de faits divers. Et j'étais en train d'imaginer un de ses collègues, un de ses potes du lycée par exemple, qui décide de se prendre pour Icare et se jette du haut du lycée. Tu vois, et qui est comme ça une série de meurtres en rapport avec des mythes. Et qu'elle, elle fait le lien entre tous ces... c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu naïf et c'est un peu cliché comme récit, mais ça peut marcher, quoi. Il y a un truc qui est sympa dans ce que tu dis, c'est en termes de motivation pour elle, c'est si son pote fait ça, que les autorités décident que c'est un suicide, et que elle, dans ce qu'elle voit, a priori, ça ne l'était pas.
ça peut être un déclencheur intéressant par rapport à ce que tu dis. Je trouve que le mythe d'Icare est pas mal pour ça, genre de penser vraiment qu'il allait voler. Qu'est-ce qui l'a fait penser ça? Comment est-ce qu'on peut décider que ça c'est un suicide? Et du coup, case closed, etc. Ça peut être un bon point de départ. Ouais, c'est ça. Et puis elle voit la conjonction avec les mythes, quoi. Carrément. Et du coup, tombe sur d'autres cas ressemblants, commence à enquêter sur ça, rencontre lors d'une scène d'action un robot flic, Mais moi, basque. je reviens sur l'idée du robot flic. Est-ce qu'il faut forcément que ça soit un robot? Parce que je me disais peut-être que Non. ça pourrait être intéressant qu'il soit pas matérialisé en fait, enfin qu'il soit pas justement dans le côté de Chappie slash Robocop quoi, mais qui n'est pas un robot, mais qu'il soit vraiment Carrément. une espèce de. Après, je sais pas ce que ça peut être si on le représente quand même visuellement ou pas, ça c'est un autre débat, mais j'aimais bien l'idée que ça soit un peu dans le deuxième Blade Runner, tu vois, un personnage comme Joy ou même dans des trucs comme Transmetropolitan où t'as des nuages de données, tu sais, qui parlent ou ce genre de trucs et c'est pas mal quoi. C'est juste un gyrophare. Moi, je vois bien. Soit des gyrophares. Moi, j'aime bien l'idée des écrans, ou en tout cas des surfaces qui peuvent devenir des écrans partout. Et du coup, il peut se déplacer partout et il a un avatar, mais il n'est que. Dans les pubs autour d'elle, dans les. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, il peut apparaître un peu partout. Il peut apparaître sur un couvercle de poubelle qui peut aussi devenir parce que tout peut devenir une pub, I guess. Mais qu'il ne resterait que, effectivement, immatériel. Qu'il ait un avatar à forme humanoïde ou pas du tout et qu'il soit un pur nuage, comme tu dis, ça, peu importe. Ouais, ça pourrait être sympa. Et moi, la question que je me posais plus, c'était du coup, quelle est la motivation ou pour peut-être terminer l'épisode aussi, mais genre, en tout cas, envelopper un peu plus le pitch, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe du côté des gens qui font tous ces meurtres, quoi? Ouais, de la motivation des créés. J'allais me tourner vers ça, ouais. Et j'en sais rien. Alors, si on revient au code un peu du cyberpunk, il faut, enfin en tout cas moi j'ai envie, mais ça rentre souvent dans ce truc-là, que l'antagonisme, on découvre au fur et à mesure qu'il est plus gros qu'on ne le pensait et que c'est peut-être pas juste une personne, mais que c'est une corporation, etc. Donc peut-être que c'est faire disparaître des personnes plus ou moins dangereuses pour des raisons diverses et variées, je ne sais pas lesquelles. En fait, c'est difficile d'avoir un truc qui soit pas trop facile, parce que alors, le truc le plus facile, c'est en fait toutes ces personnes habitaient dans le même quartier, et le but c'était de les faire disparaître facilement pour pouvoir construire un nouveau data center à cet endroit-là, parce que on n'a plus assez de data center pour gérer toutes les IA. Mais ça se devine assez facilement que les gens habitent tous au même endroit quand on scanne des données. Mais un truc dans le genre, quoi. Mais surtout, il faut rapprocher ça avec l'idée que ces meurtres sont liés aux mythes. Pourquoi ce meurtrier utilise les mythes pour tuer? Est-ce que c'est quelque chose qui est les gens sont pris au hasard, pas de bol, c'était pas ton jour, tu t'es branché, t'as décidé de te voler plus tard? Ou est-ce que tout ça est coordonné? Est-ce qu'il y a une raison entre toutes ces victimes? En gros, on fait l'enquête du personnage principal au final. Ouais, c'est ça. Il y a, et dans ce que tu dis là aussi, il y a effectivement la dimension potentielle de antagoniste qui se prend pour un dieu, quoi. C'est tout bête, hein, c'est con, mais dans le rapport au mythe de je peux tout faire en fait, je peux tout faire et donc je vais me fondre là-dedans. Soit ça, soit non, j'allais dire un autre truc, mais j'aime pas du tout ce genre d'histoire, donc je vais même pas le dire parce que j'ai pas envie de le matérialiser. Telle une IA, elle va se matérialiser devant nous. Non mais ouais, ça peut être pas mal. J'ai l'intuition que si on part sur un truc que c'est peut-être un petit peu moins banal si c'est pas une corporation qui élimine ses concurrents ou des gens gênants, mais que c'est peut-être voilà. Après, je pense que si tu retombes sur une côté, c'est l'IA qui a pris connaissance d'un truc et qui s'amuse, c'est peut-être un peu bizarre aussi. Si tu dis que c'est d'autres mecs qui sont anti-IA slash des espèces de hackers, ça peut peut-être envoyer le mauvais message. Enfin, c'est quand même un peu compliqué. Genre, l'idée est super cool. Visuellement, tu peux faire plein de trucs vraiment sympas. Icar, Méduse, on peut en trouver plein d'autres, quoi. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui se passe factuellement? C'est intéressant de voir, quoi. Je me pose deux questions. Je voulais savoir quel était le... J'avais envie qu'il y ait en gros, est-ce qu'il y a un message de fond derrière? Est-ce que qu'est-ce qu'on essaye de pointer? Souvent, le cyberpunk a quand même quelque chose comme une réflexion de fond derrière.
Le Blade Runner, c'est cette question d'humanité, la question de l'esclavage quelque part. Est-ce qu'il y a ça dans le fond? Qu'est-ce qu'on voudrait dire à travers ça? Bah, Ok. Alors, du coup, j'ai deux trucs. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais avant, que j'aime vraiment bien, effectivement, l'idée d'avoir des styles de mort différentes, parce que ça peut nous faire lorgner un tout petit peu vers le slasher et jouer sur des morts assez ludiques. Je repensais à l'histoire de, vous savez, donc Zeus qui, à un moment, je sais plus avec qui il couche en se transformant en pluie d'or. Je sais pas si c'est la femme d'Agamemnon, ou bref, peu importe. Mais j'imaginais quelqu'un qui meurt sous une pluie d'acide et dont l'avatar dans la seule chose qui en reste à ce moment-là, c'est genre un bébé dans la version virtuelle. Genre de truc hyper glauque, ça me ferait kiffer. Et du coup, par rapport à ce que tu disais là, David, moi, ce que j'aimerais voir sur un truc comme ça, c'est que s'il y a en tout cas un message ou en tout cas un propos, quelque chose à défendre, ce serait un retour, en tout cas quelque chose qui va à l'encontre de l'individualisme. J'ai l'impression que dans le cyberpunk, souvent l'idée c'est effectivement des personnages très solitaires, chacun est dans son monde, et le simple fait d'avoir conscience que les autres personnes autour de soi existent et sont des personnes, et non pas c'est un truc moi qui me plaît. Mais Thibaut avait une autre idée, et il va la présenter maintenant. Non, mais je sais pas, moi, spontanément, s'il y a collaboration avec l'IA, ça me rappelait beaucoup ce qui se passe aujourd'hui dans mon travail tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde me dit oui, mais non, on l'utilise pas, enfin, en fait, mais bon, quand même un peu. Et il y a une idée de collaboration, mais en fait, de plus en plus, il y a une facilité. La boîte de Pandore est ouverte et du coup, comment on peut plus revenir en arrière. Donc après, la solution, c'est est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il faut régulariser, est-ce qu'il faut apprendre aux gens à faire des trucs je sais pas, mais il y a peut-être une question aussi de la responsabilité derrière tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut... Enfin, en fait, jusqu'où on peut confier certaines choses, comme par exemple l'enquête, la disparition de certaines personnes, à des IA sous prétexte que, tu vois, leur jugement est infaillible. Mais bon, c'est très Minority Report dans l'esprit, sauf que c'était pas fait avec des IA, c'était avec des personnages qui ont une sorte de don de préscience, quoi. Donc, je sais pas, au final, c'est peut-être un peu déjà vu, mais j'avoue qu'aussi dire bah non, non aux IA, c'est peut-être un peu là aussi très très banal. Et j'aurais bien vu un truc un peu plus constructif du style en fait c'est pas parce que c'est là qu'on doit l'utiliser aveuglément. Après souvent les propos nuancés font pas les meilleures histoires. Donc je sais pas trop ce qu'on peut tirer de tout ça. En fait, à la fin, ils vont arrêter d'utiliser l'IA les mardis et les jeudis. Ouais, c'est ça. Belle rêve. Mais en vrai, rien que ça nous ferait du bien aujourd'hui, hein, je te le dis. Spielberg was right. Oui. Mais moi, je voyais bien de toute façon, dès le départ, il y a quand même une opposition entre réel et virtuel. Et je me posais la question de savoir si la figure de l'IA partenaire était pas, quelque part, aussi, malgré lui, coupable des crimes. Dans une espèce d'opposition, c'est-à-dire que lui prendrait conscience que, au final, tout son programme est articulé autour du besoin d'enquêter et qu'il se rendait compte qu'il était lui-même le coupable et peut-être que, comme tout le monde, c'est-à-dire tout ce qui est virtuel était coupable des crimes qui étaient commis. C'est pas mal, j'y ai pensé tout à l'heure quand on en parlait, c'est peut-être un peu le premier truc auquel j'ai pensé, mais ça me rappelait une autre œuvre que j'ai vue là-dessus et j'arrive pas à savoir c'est laquelle. Mais j'ai l'impression que ce twist existe déjà, après forcément il existe déjà quelque part. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait ça dépend ce qu'on en fait, parce que si on part vers une fin très nihiliste, en fait si la conclusion c'est effectivement que en soi tout le système est complice / coupable, bah tu peux rien faire et du coup bah la fin c'est juste ok, bah il faut qu'on apprenne à continuer à vivre dans ce monde, chacun à son niveau, en sachant que on n'est pas assez puissant pour le renverser, et on peut avoir une fin pour le coup vraiment triste, mais qui peut-être a le mérite d'exister sur un truc de cyberpunk comme ça. Autrement, moi j'avais une fin moins triste, parce que tu parlais tout à l'heure de la figure paternelle, et je me suis dit, oui. peut-être que elle sait, enfin tu vois, il y a un rapprochement entre les deux, et que lui va finir par s'autodétruire, faire ce qu'il a à faire, quoi. Et elle va finir par se détacher et partir vraiment totalement dans le réel, et se détacher du virtuel, ou inversement, c'est-à-dire se rapprocher peut-être du virtuel en se rendant compte que peut-être il existe encore dans les codes qui perdurent une partie de cette personne
qui lui a ouvert les yeux sur tu peux pas te cacher du monde, il faut que tu le prennes dans sa globalité. Ce qui est quand même effectivement un peu plus nuancé. Enfin, me fait un peu plus chaud au cœur, même si la fin de Renault se tenait, elle me fait plus mal. Mais Parce ouais, que non, même, non, mais même, enfin, pour moi, même se relancer dedans, la machine peut être aussi nihiliste. Mais bon, Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. je me plie. Non, Je mais me je sais plie. pas, un autre truc auquel j'avais pensé, mais ça a peut-être rien à voir avec le schmilblick, mais c'est un truc qui me travaille beaucoup. C'est, vous savez, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je trouve ça extrêmement triste et glauque et bizarre, mais en même temps un peu fascinant. C'est que, bah, moi, ça m'est arrivé de voir des gens interagir avec d'autres gens sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'une de ces deux personnes est malheureusement décédée dans la vraie vie, en fait. Et les autres gens ne le savent pas. Ou alors, c'est des notifications, tu sais, on me dit féliciter. Bah, malheureusement, j'ai une collègue qui est décédée il y a quelques années, et genre, bah, félicitez-la pour ces tant d'années tu vois, sur LinkedIn. Et c'est horrible, glauque, bizarre, fascinant, et pour moi, c'est très angoissant. Mais je me demandais si par rapport aux motivations de cette IA qui ne saurait pas qu'elle est coupable ou qui l'ignore, il n'y aurait pas un truc de genre, je tue les gens dans la vraie vie pour continuer de pouvoir comment dirais-je, les imiter ou enfin poursuivre leur vie à ces personnes-là dans le monde. Parce que tu vois, en fait, une IA, elle a que sa fonction. Et en fait, plutôt que de vouloir un corps comme on a toujours l'habitude de voir, c'est le cas notamment dans Blade Runner, etc., de dire, bah ok, je suis une IA, donc je vais me construire un corps pour pouvoir être dans le monde réel. Dire, en fait, le monde virtuel me va très bien. Par contre, bah, personne ne connaît robot policier de GPT 2.0, mais il connaît tous ces adolescents que je peux être maintenant que je les ai tués dans le vrai monde et que toutes leurs données m'appartiennent et je peux en faire ce que j'en veux, tu vois. Du coup, j'ai une proposition par rapport à ce que tu dis, et pour revenir à l'idée de 2.0, 3.0, du coup, l'IA qui fait les meurtres sélectionne déjà des gens pour un nouvel univers virtuel qui serait plus profond, encore plus dingue que celui d'avant, dans lequel toutes les personnes n'ont plus qu'une seule identité virtuelle, et donc ils sont tous en fait à l'intérieur générés par tout ce qui venait d'avant, mais en se séparant complètement du réel. Et donc on aurait donc un monde 3.0 qui serait en fait le but ultime, de se séparer complètement du réel. Donc l'immortalité, c'est le virtuel. Ouais, c'est ça. C'est de créer un monde d'immortels où toutes les personnes ne sont que des IA qui ont été ça revient un petit peu à entraînées à partir des données des gens pour remplacer. Ouais, ça revient un petit peu à une idée de mythe 2.0 sur genre, est-ce que tu as le droit d'accéder au panthéon, tu vois, sur le mont Olympe, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, ça peut aussi amener un truc de genre comment est-ce que les gens sont sélectionnés parce qu'au départ, tu fais pas le lien entre les personnes, effectivement, c'est trop bizarre, avant d'avoir effectivement la raison c'est les gens qui sont sélectionnés sont ceux qui sont dans l'ordre les plus susceptibles de faire fonctionner le nouveau système ensemble en termes de groupe. Et donc la seule manière de comprendre le lien entre tous, c'est d'avoir l'élément de en fait, ils sont censés fonder un monde nouveau quelque part. Et du coup, le première victime, ça peut être vraiment un collègue ou un confrère de l'héroïne qui, justement, peut-être cache sa dépendance à la virtualité, quoi. Et au final, est censé être un mec, entre guillemets, déconnecté. Et en fait, il cherche une forme de comment dirais-je, de solidarité ou de convivialité. Mais ouais, enfin, non, c'est pas le bon terme. Mais il cherche un lien qui est plus fort. Et c'est pour ça qu'il tombe, finalement, dans ce jeu ou dans cette méandre, les limbes du cyberpunk et du dématérialisé, quoi. Ok, c'est pas mal. Je peux revenir sur mon titre de Méliart et non, et c'est donc le. C'est donc le nom de ce podcast, David, je pense. Ok. Très bien. Et ben si on n'a plus rien à rajouter, on va pouvoir boucler ce numéro. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao. Ciao. Bye. Attention à vos avatars.